Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans cette autre tranche d'émission consacrée à la foire commerciale interafricaine à partir de la SAFEX, la foire au pain maritime. Chaque jour, évidemment, nous abordons des questions liées à la grande problématique, je dirais, de l'intégration africaine et des mesures qui sont préconisées par la ZLECAf, la grande zone de libre-échange ratifiée par plusieurs pays dans toutes ses annexes et qui doit être mise en branle à travers également la solidarité entre pays. Vous savez, la zone de libre-échange continentale qui est un projet très ambitieux, qui vise à raccorder d'abord humainement, économiquement l'Afrique. Le projet a un objectif, c'est de créer un marché unique pour les biens et les services à travers les 55 pays de l'Union africaine. C'est ce qu'on appelle l'intégration africaine, qui va permettre un soutien mutuel des économies de ces pays. L'accord qui porte création de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine, a été ratifié le 30 mai 2019. Mes invités sont là pour me corriger. Date à laquelle l'accord est entré en vigueur. Il a obtenu un large consensus des pays africains. Alors, nous allons rappeler ce qui est très important, c'est les discours d'ouverture de cette 4e édition de l'IATF. Les présidents de la République, l'ancien président Obasanjo nigérien, qui est le président d'honneur de l'IATF, le président de la République a donné le ton. Son discours tournait autour de la nécessaire solidarité, la souveraineté des États africains, leur indépendance économique également, la souveraineté et la solidarité panafricaine. Il a appelé l'Afrique à se considérer comme une puissance économique apte à s'imposer, à se faire confiance et à être plus présente dans les instances internationales. Il a également rappelé, le président de la République, que l'Algérie, avec ses projets solidaires, a pu engager des réalisations très concrètes en matière d'intégration continentale. Le gazoduc Algérie-Nigeria, la transsaharienne, la fibre optique. Il a affirmé l'engagement de notre pays dans la construction d'une Afrique solidaire. Il a aussi dénoncé le sous-poids actuel de l'Afrique dans les instances, les grandes instances internationales économiques qui décident du sort de l'Afrique en donnant quelques indicateurs chiffrés, à peine 6% au FMI et 11% à la Banque mondiale, présence de l'Afrique. Il rappelle aussi que le continent détient à lui seul 30% des ressources naturelles mondiales. Alors, avec la même force, le président d'honneur de l'IATF, Olusegun Obasanjo, a également prononcé un discours où il dit que ce salon est d'abord le moteur de la renaissance économique africaine. L'Afrique doit ouvrir ses propres portes, commercer avec elle-même et bâtir sa souveraineté économique. Il dit « Nous construisons ici l'héritage de la liberté économique pour les générations futures ». Nous avons ici dans ce studio et dans cette tranche d'émission des représentants, animateurs, acteurs de cet accord très important que tout le monde attend, les opérateurs, les institutions, les gouvernements, qui est la ZLECAf. Nos invités sont Pounam Mahoun, corrigez-moi, n'hésitez pas, vous êtes chef de division mesures non tarifaires au niveau de la ZLECAf. Monsieur Gilbert Antonio, vous êtes conseiller technique principal de la ZLECAf. Vous êtes conseiller aussi à la négociation et aux politiques internationales. Je l'ai retenu de votre carte de visite. Je vous demanderai d'abord une réaction à la suite des discours, notamment le président de la République qui évoque avec détermination l'indépendance de l'Afrique économiquement. Est-ce que l'Afrique est réellement aujourd'hui sous le joug des grandes puissances et des grandes industries mondiales et qu'elle constitue le grenier et les richesses d'où les grandes puissances industrielles tirent sa richesse? Madame. Oui, bonjour.
Alors, madame, déjà, je tiens à vous remercier vraiment de nous donner cette occasion de vous parler et de parler donc à vos auditeurs. Et même téléspectateurs. Et même téléspectateurs, voilà. Alors, je vous remercie. C'est vraiment un plaisir d'être déjà dans votre très beau pays. L'accueil a été vraiment magnifique jusqu'à présent. Donc, je tiens à féliciter vraiment le gouvernement et le peuple algérien pour tout ce que vous faites pour l'Afrique et surtout dans le cadre de l'organisation même de l'événement, qui est vraiment un succès. Vous voyez autour de nous beaucoup de pays qui sont présents. Il y a aussi, bien sûr, l'Union africaine qui est là, les États membres qui sont là et toutes les petites entreprises aussi qui sont venues ici pour présenter leurs produits. Alors voilà, déjà je tenais à vous remercier pour ça. Alors, avec mon collègue, on va essayer bien sûr de porter quelques réponses, humblement si on peut, à vos questions. Alors la ZCAF, comme vous savez, c'est vraiment une zone continentale de libre-échange des pays africains. À ce jour, on a 54 pays membres. Donc, on est le plus grand zone de libre-échange de cette planète. Et je pense que le peuple africain devrait vraiment être fier. On doit être fier, franchement, madame, de ce qu'on a accompli jusqu'aujourd'hui. Et l'Algérie, formant partie donc de cette zone, est aussi à féliciter pour tout ce que nous sommes en train de faire pour vraiment être une puissance aujourd'hui économique sur la planète entière. Je vous repasse la parole et pour rester un peu dans la même question, d'abord au niveau de la ZLECAf, on a donc cette prise évidemment de conscience puisqu'on a élaboré ces différents protocoles pour rassembler les pays africains, comme l'a souligné le président de la République, M. Gilbert Antonio. Il y a les richesses de l'Afrique n'appartiennent pas à l'Afrique. Oui, bonjour et mes remerciements aussi pour l'invitation. Le président de la République a eu raison. Nous avons réussi un niveau d'intégration politique et l'Algérie a pris un rôle prépondérant dans les indépendances. Et il est temps maintenant qu'on se focalise sur l'intégration économique. Et nous avons des exemples. L'Union européenne, c'est un exemple que lorsque les pays sont intégrés économiquement, il y a plus de développement et de commerce au niveau de la région. Donc ça, c'est un projet que les chefs d'État et de gouvernement ont pris en charge, d'où cette idée de créer une zone de libre commerce, de libre échange au niveau du continent. Avec conviction. Cet engagement est une conviction. Oui, avec conviction. Donc l'accord qui crée la zone de libre-échange a été signé en 2018 par 44 pays. À présent, il y a 49 pays qui ont ratifié, donc qui sont des États partis à l'accord. Et tous les pays africains ont signé l'accord avec la seule exception de l'État d'Érythrée que nous sommes en train de travailler avec pour faire partie de la famille de la ZLECAf. Madame Pounam, chef de division mesures non tarifaires à la ZLECAf. Alors, depuis cette ratification, c'est-à-dire que le projet, il est ficelé, réglementairement parlant, il est ficelé. Il est terminé. Y a-t-il quelque chose à renégocier ou alors c'est un document qu'il faut à présent mettre en pratique et lui donner les outils? Alors, il faut comprendre une chose, c'est que nos ambitions sont vraiment très élevées par rapport à d'autres zones. L'ambition de l'Afrique est quand même, ça dépasse on n'est pas que dans le commerce des produits. Madame, ce qu'on a l'habitude de voir dans des zones commerciales de libre-échange, c'est effectivement le commerce des produits. Ce que les gens comprennent très bien. C'est-à-dire, demain, si je veux exporter ma robe produite en Algérie à l'île Maurice, ou l'île Maurice veut exporter du sucre vers l'Algérie, ça, tout le monde comprend, enfin, plus ou moins.
on sait comment ça marche. Mais quand même, toujours il y a des obstacles quand vous êtes en train de commercialiser. C'est pour ça que nous mettons en œuvre une zone, n'est-ce pas, de libre-échange. Comme ça, il n'y a pas d'obstacles. Vous pouvez exporter, vous pouvez importer dans différents pays sans avoir des problèmes. Donc, les textes pour les produits sont plus ou moins ficelés, comme vous dites. C'est-à-dire, ça a été signé, ça a été négocié. Oui. Par contre, tout n'est pas encore négocié. Il y a un ou deux produits, ce qu'on appelle des règles d'origine, qui sont toujours... C'est encore en train d'être négocié, mais c'est vraiment minimum. Vous parlez bien de la ZLECAf. On parle voilà, de ZLECAf. On est absolument dans la ZLECAf. Il y a des chapitres qui doivent être... C'est des tout petites choses qui doivent être encore faites. Mais la mise en œuvre a commencé à débuter. Donc, le commerce, il a lieu déjà. Alors, oui, monsieur Gilberto Antonio, vous voulez compléter? Oui, juste pour compléter la collègue, les cadres juridiques est presque complet. Donc nous avons 8 protocoles qui traitent des questions du commerce de marchandises, le commerce de services, le commerce numérique, la concurrence, les droits de propriété intellectuelle, l'investissement et aussi les questions des différends qui peuvent apparaître au niveau de la mise en œuvre. Il y a, comme ma collègue a bien dit, quelques éléments qui sont encore au niveau des négociations, mais l'étape la plus importante qui sont maintenant, c'est la mise en œuvre de tous ces cadres juridiques pour que puissent bénéficier les petites et moyennes entreprises africaines. Au niveau de la ZLECAf, madame, monsieur, justement, la ZLECAf est représentée par différents points focaux des pays signataires qui ratifient. C'est des ministres du commerce ou des ministres des affaires étrangères. C'est-à-dire que chaque pays de l'Afrique fait partie de la ZLECAf. Oui, effectivement. Donc, en tant que membre, en tant que point focal, comment est-ce que l'Afrique est représentée dans la ZLECAf? Ah, mais la ZLECAf, madame, c'est l'Afrique. Hein. Je sais, mais donc, comment on se rencontre entre pays à travers ce mécanisme? Donc, il y a des... C'est-à-dire, il y a des bureaux, il y a une administration, oui. il y a des réunions, un conseil d'administration. Est-ce qu'il y a des rencontres régulières et chaque pays est représenté par une institution? Tout à fait. Alors, mon collègue va vous expliquer aussi, mais je commence par vous expliquer que dans chaque pays membre de la ZCAF, il y a un bureau qui s'appelle en anglais, si vous le permettez, le National Implementation Committee, la comité nationale de mise en œuvre de la ZCAF. Donc chaque pays déjà a cette grande comité. Dans cette grande comité, à chaque pays, il y a des représentants, comme vous dites, des points focaux. Pas seulement du ministère de Commerce, mais aussi, par exemple, des gens de, de la douane, par exemple, des autorités douanières, voilà, l'agriculture, le textile, l'industrie, le secteur privé, les PME, les femmes entrepreneurs, les jeunes, etc. Donc, il y a déjà ça au niveau national, ça c'est pour la mise en œuvre. Dans chacun des États. Voilà. Et après, vous avez au niveau politique, c'est-à-dire quand on se rencontre vraiment au niveau de tous les pays membres qui se rencontrent pour les comités, même de la ZCAF. Et ça va aller jusqu'au chef d'État. Mais ça, je laisse Gilberto vous expliquer. Oui, monsieur Gilbert Antonio, sur un peu l'organisation et la structuration de la ZLECAf. Oui, au niveau de la structure même de la ZLECAF, donc l'organe supérieur pour les décisions, c'est la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Donc c'est l'organe qui prend des décisions, qui adoptent les cadres juridiques et qui donnent les orientations politiques à d'autres organes. Le deuxième organe, c'est le Conseil des ministres, responsable pour le commerce. D'ailleurs, on aura une réunion prochainement du Conseil des ministres en Égypte. Et au-dessus de cet organe, donc il y a la conférence d'abord, le Conseil des ministres. Après, il y a les comités
qui discute sur la mise en œuvre de différents protocoles et les différents sous-comités. Donc, dans tous ces organes, chaque pays est représenté à différents niveaux. Évidemment, question centrale, elle est très globale, mais on va essayer un peu de la disséquer. C'est de dire, Madame Poonam Mahoon, chef de division mesures non tarifaires à la ZLECAf, c'est ce qui est de plus important, c'est les mesures tarifaires qui va réellement débloquer le commerce interafricain. C'est de dire qu'est-ce qui a été réalisé depuis la ratification et je ne vais pas vous donner deux questions en une. Qu'est-ce qui a été réalisé, les pas d'échange et notamment sur ces barrières tarifaires? Qu'est-ce qui a été abaissé comme barrière tarifaire par les différents pays? Qui a réussi un peu à mettre en œuvre la ZLECAf depuis sa ratification entre les États, madame? D'accord, merci madame. J'espère qu'on m'entend, oui, c'est bon, hein? D'accord. Donc, écoutez, c'est assez technique. Je vais essayer de le dire d'une façon non technique. S'il vous plaît. Donc, la mise en œuvre a déjà débuté. Qu'est-ce que ça veut dire une mise en œuvre? Pour exporter, normalement, on a besoin de... Les entrepreneurs savent bien qu'ils doivent payer des taxes douanières, oui. N'est-ce pas? Quand vous avez une zone de libre-échange, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne payez plus de taxes douanières. Zéro taxe directement? Non, attendez, ou graduel? Je vais vous expliquer, voilà. Oui. Alors, soit c'est zéro taxe, tout ça c'est négocié au niveau des gouvernements, ou bien certains produits que je vais dire, ça c'est sensible pour mon économie, donc je ne peux pas laisser rentrer zéro taxe tout de suite. Je dis, OK, je vais vous les donner une diminution, c'est-à-dire qu'au lieu de payer 100% de taxes, vous avez une préférence, vous allez payer 50%. Dans 2 ans, vous allez payer 30%. Et dans 3 ans, 4 ans, là, ça va être 0. Donc voilà, ça, c'est déjà mis en œuvre dans plusieurs des pays africains de la ZLECAf. Ça veut dire que pour pouvoir exporter, vous devez avoir un certificat d'origine. D'accord? Et c'est ça qui est très, très, très important à comprendre. Il faut que vous ayez, vous, l'entrepreneur qui veut exporter ou importer, avoir ce certificat d'origine qui montre que votre produit, il est vraiment fabriqué et il a certaines règles d'origine qu'il a suivies de la ZLECAf et il a donc ce certificat. Et à ce moment-là, il peut exporter et il a les préférences. C'est déjà mis en œuvre. Vous avez sur notre site, alors j'invite vraiment l'audience ou les gens qui veulent exporter et importer, d'aller sur le site de la ZLECAf. Sur le site, vous avez déjà les documents où vous mettez le code du produit que vous voulez commercialiser et vous allez voir là-bas quelle préférence vous avez pour tel ou tel marché. D'accord? Donc, c'est déjà là. Il faut juste aller sur notre site et regarder vraiment. Chaque pays de la ZLECAf va dire, moi, je laisse entrer sur mon marché ce produit à ce tarif douanier. Exactement. Avec la traçabilité, comme vous dites, les certificats d'origine nécessaires, obligatoires pour tout produit accédant sur un marché. Oui, monsieur Gilbert? Non, juste pour complémenter. Bien sûr. Chaque pays fait son offre tarifaire, c'est-à-dire communique quels sont les tarifs, les lignes tarifaires qui vont être sujets à la diminution par phase. Pour protéger son marché. Oui. Quels sont les produits qui vont être sujets à diminution tarifaire jusqu'à 0% dans une étape donnée. Jusqu'à maintenant, on a 48 pays qui ont fait l'offre et que les autres pays ont accepté. C'est-à-dire que combien ils sont prêts pour les commerces intra-africains. Ça, c'est une première étape. La deuxième étape consiste à que les pays publient dans sa législation nationale les offres tarifaires en disant pour ces produits, pour les produits qui viennent d'ailleurs, vous allez appliquer ces tarifs et pour les produits qui viennent de la ZLECAf, c'est les tarifs préférentiels. Jusqu'à maintenant, il y a 24 pays qui ont fait donc tous ces processus de publication dans les journaux officiels. Donc ces 24 pays
sont prêts, ont commencé déjà à faire les commerces dans le cadre de la ZLECAf. Merci Monsieur Gilbert Antonio. La même question, vous complétez parfaitement. Madame Pounam, alors il y a les tarifs douaniers. On va abaisser les tarifs douaniers, arriver jusqu'à zéro. On a déjà abaissé pour certains, et puis certains sont en phase. Voilà, en fonction, on va dire, de la volonté de chaque pays de protéger son économie d'un produit. Voilà. Mais quels sont les autres, on va dire, les autres encouragements, les autres mesures qui facilitent l'intégration, qui facilitent le commerce, la mobilité, qui facilitent l'échange interafricain économiquement, commercialement? Évidemment, là, les taxes sont d'une extrême importance, mais quels sont les autres chapitres que contient la ZLECAf? Alors, il y en a beaucoup. Principaux, oui, fondateurs. Il y en a beaucoup, donc on va essayer juste de faire un résumé. Mais bien sûr, par ordre d'importance. Vous le dites à chaque fois, je suis la chef de la division de mesures non tarifaires, même si on parle généralement de la ZCAF. Mesures non tarifaires, ça veut dire quoi? Les tarifs sont en train d'être diminués, comme on vient de vous l'expliquer. Non tarifaire, c'est qualitatif alors? Mesures non tarifaires, c'est ce qui a, comme le mot dit, ce qui est non tarif. C'est-à-dire vous avez toutes sortes de règlements dans les marchandises. Voilà, exactement. Phytosanitaire, vous avez les normes de conformité, vous avez tout ce qui est l'étiquetage de vos produits, enfin tout ça. Tout cela, ça s'appelle les mesures non tarifaires. C'est pas le grand bazar où tout rentre et tout sort. Non, mais il y a des codifications. Alors ça, les gens doivent bien le comprendre parce qu'on a eu on a des cas où les petites entreprises, elles disent OK, il y a la ZCAF, je peux exporter. Non, il faut quand même, bien sûr, tenir compte des mesures de l'autre pays. Vous allez exporter, par exemple, vos bananes. Vos bananes doivent avoir quand même le certificat de sanitaire. Oui. Sanitaire, sécurité, qualité, exactement. Traçabilité. Alors, ce que nous faisons aussi, il y a des comités, on veut harmoniser vraiment au niveau de la ZCAF, c'est-à-dire des pays africains, pour qu'on puisse exporter et importer sans autant d'obstacles, si vous voulez. Il faut vraiment harmoniser ces mesures pour que le certificat de conformité qui est produit en Égypte soit accepté en Afrique du Sud ou au Nigeria, ou à l'île Maurice ou aux Comores. Et qu'il n'y ait pas d'exigence de chaque pays. De chaque pays. Et ça, c'est un travail qu'on est en train de faire, qu'on a déjà fait pour certains secteurs, mais vous vous rendez compte de quantité de produits, et je ne parle même pas de services, peut-être Gilberto peut ajouter sur les services, que c'est extrêmement compliqué parce qu'on a 54 pays qu'on regarde avec autant de produits. Donc il faut aller dans chaque produit et regarder comment vous pouvez harmoniser ça au niveau de la zone. Et c'est la plus grande zone de cette planète dont on parle. Donc voilà. Madame nous parle de produits, autant de produits. Quels sont tous les produits qui à partir des pays, des institutions, des opérateurs économiques qui souhaitent aller vers d'autres pays africains? Donnez-nous à peu près un ordre d'idée, de volume et de type de produits. Avant de répondre à la question, juste une note d'éclaircissement. La libéralisation, comme on a dit, ça va être en phase. Et les États membres ont décidé que d'abord, ils vont libéraliser 90% des lignes tarifaires et dans la négociation postérieure, 7%. C'est-à-dire qu'en principe, la zone de libre-échange continentale africaine va consister dans la libéralisation de la plupart des produits autour de 97%. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est que nous avons aussi beaucoup d'outils. Nous avons vu qu'un accord en soi, même qu'il soit bien rédigé juridiquement, dans les contextes africains, n'est pas suffisant pour promouvoir la participation des petites et moyennes entreprises. Je vais décrire très brièvement des exemples pratiques. Une des questions qu'on se pose, c'est la question de la convertibilité de la monnaie nationale.
Lorsque vous êtes ici en Algérie, vous êtes une petite moyenne entreprise, vous avez un partenaire, un partenaire en Angola, vous allez faire les paiements donc, dans la monnaie locale. Probablement, la banque ici a une banque correspondante en Europe. L'argent va en Europe avant de retourner en Afrique. Et ça coûte à l'Afrique autour de 5 milliards de dollars les coûts d'utiliser une monnaie non africaine. D'où, avec la Afreximbank, les lancements du système de paiement panafricain, PAPS, qui facilite la convertibilité de la monnaie, les paiements en monnaie locale, et évidemment avec toute la rapidité et avec les coûts moindres. Nous avons vu aussi qu'il y a des différences au niveau de l'importance de la droit des tarifs douaniers. Oui. Il y a des pays qui dépendent de cela, au niveau des recettes de l'État, au niveau de la recette de l'État, d'où l'idée de créer un fonds d'ajustement que nous allons lancer. Que nous avons lancé ici, le fonds d'ajustement. Nous avons déjà 1 milliard équivalent à 1 milliard de dollars pour aider les pays et les petites moyennes entreprises dans des projets ciblés pour les commerces transfrontaliers. Nous prévoyons que dans les prochaines années, ces fonds soient des fonds équivalents à 10 milliards de dollars, justement pour aider les pays qui peuvent avoir des difficultés à s'ajuster à cette nouvelle réalité avec une libéralisation plus importante. C'est un fonds, on va dire, commun qui sera créé par l'adhésion, la contribution de tous les États, ce fonds d'aide, de soutien dont vous parlez? Oui, il y a différents types de fonds. Il y a des fonds qui... donc le fonds d'ajustement, il y a 3 sous-catégories qui permettent donc la contribution volontaire des États membres, mais aussi qui permet les investisseurs, s'ils veulent participer dans ces fonds. C'est une sorte de fonds de solidarité? Oui, mais aussi, pas seulement de solidarité, mais aussi pour permettre vraiment à promouvoir une participation plus active des différents pays et des projets transfrontaliers. Madame, aujourd'hui, Madame... Oui, oui. Je vais retrouver. Il n'y a pas de souci, je vous entends. Laissez-moi. Je vais donner votre nom, Madame. Pounam Mohoun. Oui, oui. Mohoun, vous êtes chef de division mesures non tarifaires à la ZLECAf. Est-ce qu'on a une idée au niveau de la ZLECAf? Vous êtes aussi, je veux dire, vous êtes des analystes, des experts, vous avez étudié le marché africain, évidemment, pour cibler, connaître, identifier le potentiel minier, agricole et autres richesses naturelles exportables, transformables. Aujourd'hui, l'Afrique exporte ses richesses en dehors du continent. Est-ce qu'on a une valeur, est-ce qu'on a un volume pour nous dire le volume de richesses naturelles qui ne sont pas transformées, qui sont en déficit de transformation et qui partent vers d'autres pays pour être transformées puis réexportées vers l'Afrique, Madame? Ou Monsieur? Oui, écoutez... Peut-être la valeur, si tu as la valeur en tête, je n'ai pas la valeur en tête exactement. Ce que je peux vous dire, c'est effectivement ce que nous voulons faire, c'est vraiment faire ce qu'on appelle la valeur ajoutée en Afrique. Parce que ce qui se passe, effectivement, Madame, c'est qu'on exporte beaucoup de ce qu'on appelle le marché des commodités, c'est-à-dire ce qu'on appelle les raw materials. Ce qu'on veut vraiment focaliser dans le futur et dès maintenant, c'est la valeur ajoutée africaine. Donc, on a des industries ciblées, disons, parce que, comme on est en train de dire, il y a tellement de produits et l'Afrique est tellement diversifiée comme continent. On a de tout en Afrique. On a de la vanille à Madagascar, on a le sucre dans certaines parties, on a le coton, on a les cacao, etc. Donc on est vraiment une terre très très riche.
Il faut ramener la valeur ajoutée. Alors, il y a certains, par exemple, le pharmaceutique, qui est une industrie très ciblée par la ZCAF. Le domaine pharmaceutique, les produits de mer, parce qu'on a beaucoup de mer. En fait, on a beaucoup des îles. On a vraiment une grande de l'océan qu'on n'est pas en train d'exploiter et qu'il faut qu'on arrive à mieux exploiter et à mieux contrôler, si vous voulez. Donc, ce sont là et l'automobile, par exemple, que nous avons aussi, sont vraiment des industries qu'on est en train de focaliser pour faire la valeur ajoutée sur notre continent. C'est les industries diverses, les transformations qui peuvent créer des emplois. Exactement. Non, donc juste pour complémenter. La question de l'exportation brute de toutes les matières non transformées. Oui, l'essentiel du commerce des pays africains, il va vers les pays non africains. Donc, le commerce intra-africain, c'est autour de 17-20%. Interafricain, il est à 15% aux dernières... C'est-à-dire que 80% du commerce africain, c'est avec des pays qui ne sont pas des pays du continent. C'est-à-dire on exporte quoi de l'Afrique vers le non-Afrique? Qu'est-ce qu'on exporte? Le deuxième point, c'est que nous, on exporte essentiellement des matières premières lorsque nous faisons du commerce avec les pays non africains. Nous avons... À des tarifs douaniers? Oui, et nous avons les données qui démontrent que lorsque nous faisons, la petite partie que nous faisons du commerce intra-africain, c'est plus diversifié. Il y a des produits finis. Donc, c'est-à-dire que si nous augmentons cette partie du commerce intra-africain, c'est des opportunités pour l'exportation des produits finis, des produits industriels. Donc, je pense que vos auditeurs peuvent deviner combien difficile pour l'Algérie, par exemple, exporter à d'autres pays, à des pays non africains, un produit industriel, alors qu'il y a un marché intra-africain de combien de pourcentage un produit semi-fini ou fini exporté de l'Afrique vers les pays industrialisés? Donc, lorsqu'on regarde les commerces avec l'extérieur de l'Afrique, c'est autour de 60 à 70% de produits que nous exportons à l'extérieur de l'Afrique, c'est des matières premières. Alors que c'est le contraire en Afrique. C'est le contraire lorsque nous importez les 70% que vous réexportez Oui. Donc, en exportant les matières premières au lieu de produits finis, on est en train d'exporter les possibilités de création d'emplois. On est en train d'exporter la possibilité d'industrialiser parce que nous rachetons après les produits finis à des coûts plus élevés, alors que nous pouvons faire la transformation ici en Afrique. Madame? Par exemple, madame, quand vous demandez un exemple très simple à comprendre, c'est le cacao. On exporte, par exemple, l'Afrique de l'Est exporte beaucoup de cacao et après c'est produit dans d'autres pays plus industrialisés en chocolat et c'est réexporté et l'Afrique réimporte certaines marques chocolatiers très connues, très chères, n'est-ce pas? Tandis que le cacao, il est vendu vraiment... C'est pareil pour la vanille. Si vous regardez la vanille qui est exportée par Madagascar, c'est exporté vraiment, c'est un des plus gros producteurs de vanille et d'exportateurs de vanille, c'est de Madagascar. Et vous voyez, ils exportent la vanille et après la vanille, elle est fabriquée, elle est mise dans des gâteaux, etc. Et c'est réimporté par nous. Ça sont des exemples d'autres exemples qu'on ne connaît pas forcément, qui ne sont pas des exemples. Il y a le sucre, il y a la banane. Enfin, ça, je suis en train de vous donner un peu plus ces produits que moi je connais parce que c'est les mesures tarifaires. Mais après, il y a les minéraux, bien sûr. Ça, voilà. Nous exportons essentiellement des pétroles bruts et après, nous importons les raffinés. Donc, en matière agricole, par exemple? Oui, la matière agricole, on exporte, mais à moindre quantité par rapport aux produits miniers. Déjà, ça valeur, mais nous exportons. Au Ghana, vous pouvez acheter des fleurs qui viennent du Pays-Bas, alors qu'il a été produit au Kenya, par exemple. Alors, à quel tarif, à quelle taxe douanière sont imposées ces richesses qui sortent de l'Afrique, imposées par les pays qui les achètent? Ce qu'il faut comprendre,
ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous exportez en dehors de l'Afrique vers un partenaire, d'accord, chinois, européen, italien, espagnol, c'est que vous avez américain. des préférences peut-être. Oui. Comme en ce moment, on le voit très bien, c'est dans les actualités de tous les jours, hein, c'est un partenaire qui vous donne une préférence. Donc ça veut dire que vous n'avez pas... Le partenaire vous donne une préférence. C'est-à-dire le partenaire vous dit, vous pouvez rentrer dans mon pays, vous ne serez pas taxé, 0%. C'est parce que, bon voilà, ok. Le partenaire, demain matin, il se réveille, il change d'idée. Vous ne pouvez rien faire, madame. Il dit, ok, moi je ferme, je sors de 0%, je mets 50%. C'est déjà arrivé ces derniers mois. Ça veut dire, c'est ce qu'on appelle une préférence unilatérale. Donc les techniciens et les négociateurs le connaissent très très bien. Donc c'est unilatéral. On vous donne cet accès en whatever, pour telle ou telle raison. Si demain je me réveille et je dis non, ben je fais ça et vous n'avez rien à vous défendre. La différence qu'il faut vraiment comprendre, c'est que dans le zone de la ZCAF, vous avez négocié et vous avez dit au départ, nous avons un accord. Ce que ça veut dire un accord, c'est-à-dire que vous avez signé un contrat. Alors c'est très facile, c'est comme si dirait, vous êtes mariés. Vous êtes mariés, demain c'est le divorce, ben, les deux payent les pots cassés. Donc la ZCAF, c'est un grand mariage. C'est un mariage à 54 pays. Oui. Vous allez vraiment réfléchir à 2 fois demain, si vous êtes dans ce mariage, à dire « Ah, aujourd'hui, je vais faire mon marché ». Si vous fermez votre marché demain matin en vous réveillant à votre voisin, vos voisins, là, vous savez. Donc voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est un accord. Vous avez signé cet accord. Vous avez accepté que vous allez faire certaines choses pour vous enrichir et enrichir votre zone. Donc c'est ça la garantie de la ZCAF. Dans le cadre de la ZLECAf, Monsieur Antonio, dans le cadre de la ZLECAF, est-ce que le commerce se fera différemment ou de la même manière? C'est-à-dire que les fournisseurs africains qui exportent leurs produits à zéro taxe ou à des taxes décidées unilatéralement par l'acheteur en Europe ou en Asie ou ailleurs, est-ce que les matières premières déjà, on va dire, réservées par les anciens acheteurs clients de l'Afrique, les pays africains peuvent détourner, on va dire, ces quotas en disant non, je ne vous vends plus, je vais vendre à mes voisins demain parce que j'ai de meilleurs avantages. Oui, ça c'est la décision du pays. Mais partons du principe que surtout les secteurs privés, ils veulent un marché pour pouvoir vendre son produit là où il est compétitif. Une petite et moyenne entreprise d'Algérie sera plus compétitive en Afrique lorsqu'il ne sera pas appliqué les droits de douane. Parce que les droits de douane existeront toujours en Afrique, mais par rapport à des produits qui viennent d'extérieur. Donc si vous produisez le même type de produit par rapport à une petite moyenne entreprise ou une petite moyenne entreprise de la Turquie ou d'ailleurs, vous avez cet avantage compétitif que vous n'allez pas payer les droits de douane, alors que l'entreprise qui produit ailleurs en Afrique devra payer ses droits de douane. Donc vous avez cet avantage compétitif qu'il faut en profiter le plus possible. Alors, une curiosité de ma part, lorsque les pays africains exportent, on va dire, le cacao, au-delà du tarif douanier, est-ce que l'acheteur de l'extérieur du continent africain pose des conditions à l'achat ou pas? Ça dépend de la traçabilité, certification ou pas du tout? Oui, madame. Donc ça, c'est les mesures non tarifaires dont on parle. Non tarifaires. Écoutez, madame, ça c'est à peu près normal. Hein. Il y a, je veux dire, une mesure que vous posez, par exemple, si vous importez le cacao ou quoi que ce soit d'agriculture, oui, par exemple, sur votre exemple de cacao, oui, ben, elle doit respecter les normes. Et ça, c'est normal, parce que vous voulez assurer la santé de votre peuple. Oui. Que vous soyez un Italien en Italie ou un gouvernement italien, que vous soyez
mauricien à l'île Maurice, c'est-à-dire le gouvernement, il doit assurer la sécurité et la santé du produit qui rentre sur son territoire. Donc, si vous êtes en train d'exporter le cacao à PX, il a certaines mesures ou certaines législations qui concernent votre cacao qui doit respecter ces normes-là quand il rentre sur les territoires. Donc, ça, c'est assez normal. Alors, les grands exportateurs africains aujourd'hui, les plus grands exportateurs africains, qui sont-ils? Sur quels produits et quelle est la part du secteur privé, la PME, dans ces exportations? Cela dépend. Si on regarde par rapport à la ZLECAf, nous avons donc les dernières données. Au niveau des certificats d'origine, plus de 2000 qui ont été émis. Et lorsqu'on regarde ces certificats d'origine, les pays qui sont très actifs sont l'Égypte, le Ghana et le Kenya. Et l'Afrique du Sud aussi, l'Afrique du Sud. Quels sont les produits phares qu'ils exportent en quantité? Non, il y a différents types de produits. Donc, oui, quels sont les différents produits? Il y a des produits qui incluent les thés, les cafés, quelques produits industriels. Donc, les produits, c'est vraiment plus diversifié par rapport, si on compare avec les commerces qu'on fait avec l'extérieur d'Afrique. Quelle est la part des PME qui exportent dans cette zone, qui exportent en dehors de l'Afrique aujourd'hui et à l'intérieur de l'Afrique à ce jour? Quelle est la part de la PME, du secteur privé, du secteur public dans le continent qui est le plus actif en tant qu'exportateur? Nous sommes conscients de l'importance des petites et moyennes entreprises dans l'économie africaine. C'est pour cela que nous avons lancé auparavant l'initiative du commerce guidé. Des proportions, ça nous donnerait quand même une meilleure visibilité. Oui, mais dans les registres ça douanières, représente quoi en pourcentage? Dans les registres douanières, il y a plutôt les registres de produits, pas sur l'exportateur et une petite ou moyenne entreprise. Mais qu'est-ce que nous savons, ce sont les premières qui ont commencé à faire les commerces centrafricains dans le cadre de la ZLECAf avec l'initiative du commerce guidé que nous avons lancé. Les PME, vous dites? Oui. Il y a une proportion et un pourcentage globalement? Nous n'avons pas encore les chiffres, mais lorsque nous avons commencé le commerce centrafricain, nous avons lancé une initiative du commerce guidé qui s'était ciblée pour les petites et moyennes entreprises africaines. Si vous avez un complément, madame, sur ce point? Ce que je peux dire, c'est que... Qui exporte? Public, privé, PME? Vous savez, dans l'Afrique, il faut comprendre qu'il y a aussi le secteur informel qui est très, très présent. Et qui exporte aussi. Mais il y a beaucoup de commerce qui se fait entre les frontières, et on le sait très bien, par les femmes entrepreneurs, par même les jeunes aussi. Et c'est difficile de les compter pour le moment. C'est encore difficile dans nos pays, sur notre continent, d'avoir des chiffres vraiment à ce jour. Mais nous le savons, et il y a beaucoup de travail qu'on fait même au niveau des frontières avec les PME, comme vous dites, et le secteur informel. Il y a aussi beaucoup de formation encore à faire, madame. La ZCAF n'est pas bien compris. Nous sommes allés sur les frontières vraiment, parler aux femmes entrepreneurs. Il y en a qui ne comprennent pas ni le français, ni l'anglais, etc. Il y a des dialectes. Il faut avoir des traducteurs avec soi. Il faut qu'ils comprennent comment... Il y en a qui payent encore, ils croient qu'ils doivent payer des tarifs douaniers quand en fait ça n'existe plus dans certaines régions. Donc c'est un travail vraiment énorme à faire. Voilà. Les chiffres, nous sommes en train de... Il faut aussi comprendre que la ZCAF est en train d'être mise en œuvre. Gilberto vient d'expliquer qu'il y a à peu près 2000 certificats d'origine qui ont été déjà émis par les pays. Ça, ce sont des chiffres officiels. Oui. Voilà. Ça, ce sont des chiffres officiels où on peut vous dire autant a été émis. Oui.
Pardon. La dernière question, Oui. vous allez la partager. Je vais juste vous bien ajouter sûr. une chose sur notre site. On a aussi sur notre site un endroit où vous pouvez déposer vos plaintes et vos obstacles aux entrepreneurs. Je vous demande vraiment d'aller sur le site de la ZCAF et de regarder ça. Alors, le président de la République, l'ancien président du Nigeria, président d'honneur de l'IATF, les représentants d'Afrique Symbank, les différents ministres de l'Industrie disent qu'il faut booster, donner un coup d'accélérateur. Mais ça dépend de qui. À qui on s'adresse lorsqu'on dit booster la ZLECAf, y aller? Qu'est-ce que ça veut dire? Nous tous, les secrétariats, les États membres, les secteurs privés, tous les partis intéressés. Booster comment? C'est-à-dire c'est une question de volonté politique ou de capacité? Je crois que la volonté politique, on l'a. Parce que ça démontre tout le travail qui est fait au sommet par les présidents. La volonté politique, elle est là. C'est la mise en œuvre qui doit être compliquée, difficile. C'est-à-dire, bon, c'est pas compliqué, difficile, on est en train de le faire. D'accélérer, en fait. Voilà, c'est ce qu'on dit. Et le secteur privé doit suivre. Ça aussi, madame. Oui, le secteur privé doit en profiter. Donc, avoir l'information, si possible, à travers le comité de mise en œuvre ou du secrétariat de la ZLECAf et bénéficier. Parce que les opportunités, il y a. Et ce type d'événement, c'est aussi une opportunité pour créer des partenariats, pour rencontrer des potentiels investisseurs. Qui est un élément de boost également, l'IATF, à partir d'Alger. Oui. Madame Pounam Mahoum, chef de division mesures non tarifaires à la ZLECAf, Monsieur Gilbert Antonio, conseiller technique principal ZLECAF, également donc conseiller à la négociation et politique internationale. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Mesdames, Messieurs, merci. Merci beaucoup. Merci.